Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'innovation. Est-ce une nécessité ou une injonction? Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. En effet, en France, qu'on définit comme la Startup Nation, on parle que d'innovation et de ses bienfaits. Mais pour l'économie, mais qu'en est-il, quoi? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Alors dans beaucoup de pays occidentaux, mais aussi asiatiques, la volonté des États, c'est d'avoir des entreprises innovantes. C'était un peu institutionnalisé d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans le monde du 21e siècle, il faut absolument des entreprises innovantes, surtout avoir des entreprises avec des innovations de rupture, parce qu'on pense qu'à un moment, ce type d'entreprise va apporter des bénéfices, ou va apporter du cash ou de l'argent. Alors, est-ce que c'est une illusion? Parce que finalement, ça exclut les entreprises qui sont dites pas innovantes, et pourtant qui produisent des richesses, que ce soit des entreprises de services ou des entreprises de biens. Et puis, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'innovation. Donc l'innovation, qu'est-ce que c'est finalement? Pourquoi on parle d'innovation? Donc ça a pris un sens particulier ces dernières années, parce que on s'attend à des innovations technologiques. Par exemple, on va citer Internet, le numérique. Il y a eu des innovations technologiques. Il peut y avoir des innovations au niveau de tous les secteurs d'activité, l'automobile, y compris le logement. Il y a des logements, par exemple, basse consommation. Ce sont des innovations. Donc, mais c'est devenu quasiment une injonction, dans le sens où pour qu'une entreprise soit visible, ou qu'elle soit rentable, ou qu'on s'intéresse à elle, il faut que cette entreprise soit innovante. Le problème, c'est qu'il y a aussi des innovations dans le secteur social. Il n'y en a pas que au niveau technologique. C'est-à-dire, un mécanisme qui fonctionne mieux, ce type d'innovation, c'est plus tangible comme innovation, on peut plus le percevoir. Mais une innovation sociale, c'est beaucoup plus difficile à définir, et c'est moins bien perçu. J'ai connu, par exemple, une jeune femme qui voulait innover par exemple, dans l'accompagnement des personnes qui avaient eu un accident de la vie, souvent un problème de maladie ou un accident sensu stricto, et qui n'avaient plus accès au crédit bancaire, par exemple, ou au financement pour monter des entreprises. C'est une innovation sociale, sauf que c'était très compliqué pour elle de lever elle-même des capitaux, des fonds, pour monter son entreprise, quoi. Parce que c'est pas vraiment reconnu comme tel. L'innovation, elle a toujours été perçue comme une innovation technologique, et comme je le disais précédemment, sur une innovation de rupture, c'était qu'on cherche l'innovation qui va bouleverser le fonctionnement d'un secteur d'activité, ou qui va faire émerger un secteur d'activité. Internet a fait émerger un secteur d'activité, le numérique a fait émerger un secteur d'activité, mais il y a plein d'innovations de rupture qui interviennent dans plein de secteurs d'activité totalement différents, et ce sont souvent ces innovations technologiques. Je pense à un collègue, par exemple, qui est artisan, qui est une entreprise d'une trentaine de salariés, et qui avait déposé un brevet sur l'ouverture de baies vitrées ou de battants de fenêtres. Ça paraît anecdotique comme petite innovation, simplement. Ce brevet lui permettait de percevoir une rémunération sur son invention, finalement. Et c'est une innovation qui n'est pas forcément visible, parce qu'on se dit, une fenêtre ou une porte-fenêtre, il n'y a pas... C'est pas très innovant, tout le monde voit des fenêtres partout, il y en a chez soi. L'innovation maintenant, il y a des fenêtres qui sont actionnées électriquement, qui font partie de ce qu'on appelle la domotique. Effectivement, c'est des innovations, mais c'est moins
c'est moins bien considéré, disons, comme innovation que des innovations dans ce qu'on appelait alors à l'âge d'or de l'IT, par exemple, de tout ce qui est Internet et numérique, où il y avait une innovation qui sortait toutes les semaines, il y avait une entreprise qui sortait toutes les semaines, et ça s'est vite fatigué, parce que finalement, on ne faisait que réinventer ou réadapter des choses qui existaient déjà. Être innovant maintenant dans le numérique, c'est très compliqué, à moins d'inventer un langage de programmation, à moins d'inventer, par exemple, des plateformes entièrement 3D voilà, où on se balade sans connaissances informatiques précises, enfin, des choses comme ça. Bon, donc, ces innovations de rupture dans le numérique, à part peut-être de ce dont on parle actuellement de façon très abondante, c'est l'intelligence artificielle, mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle existe depuis 10 ans, au moins. Elle était déjà présente dans certains smartphones, elle était présente sur certaines plateformes. Nous, les entrepreneurs, quand on dépose quand on dépose des factures sur des plateformes comme Chorus pour les appels d'offres ou pour les collectivités locales, il y a une forme d'intelligence artificielle qui est capable de reconnaître, et ça depuis 10 ans, de reconnaître le numéro des factures, les montants des factures, etc. Les numéros de SIRET, même si on les mentionne dans les factures. Donc cette révolution de l'IA, par exemple l'intelligence artificielle, elle ne date pas d'aujourd'hui d'un point de vue technologique. Simplement, pourquoi ça a émergé très récemment, là, notamment en 2022, c'est que c'est devenu accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça qu'a fait la révolution. Et effectivement, là, il y a vraiment une révolution parce que c'est en train de bouleverser pas mal de secteurs d'activité. Non pas parce que c'est intelligent, comme c'est dit dans l'intelligence artificielle, mais c'est parce que ça va permettre sûrement d'automatiser un certain nombre de tâches répétitives qu'on faisait de façon non gratifiante avant, quoi. Voilà. Donc ça va s'appliquer un petit peu dans tous les secteurs d'activité, pour un peu que chaque secteur d'activité s'empare d'un outil ou d'un outil sur l'intelligence artificielle, et il verra qu'effectivement, ça va lui servir voilà, pour optimiser certaines tâches, et puis ne plus avoir ces tâches répétitives qui sont peu, comme je disais, peu gratifiantes. Donc des innovations de rupture comme ça, comme l'IA par exemple, même si elle a mis du temps à émerger, elle ne vient pas de nulle part, elle n'arrive pas tout d'un coup, il y en a très très peu. Enfin, malheureusement, ça n'arrive pas tous les jours, et puis souvent des innovations, c'est-à-dire ou des découvertes, parce que ça procède souvent d'une découverte au départ. Des découvertes comme, je sais pas moi, si on prend au prix Nobel de Einstein par exemple, la découverte de l'effet photoélectrique. Bon, maintenant ça nous paraît tellement commun, ce genre de choses. On passe devant une cellule photoélectrique, bon, ça déclenche quelque chose, l'ouverture d'une porte, etc. Mais c'est quand même Einstein qui a eu un prix Nobel pour la découverte de l'effet photoélectrique. Ce sont des découvertes majeures qui peuvent avoir une application industrielle, et donc ce sont du coup des innovations de rupture. Il en existe quelques-unes, et l'automobile est une innovation de rupture, par exemple, hein, en tout cas à la fin du 19e siècle. On pourrait dire qu'il y a eu des précurseurs au 18e, mais c'était quand même des véhicules à vapeur avec une énergie quand même assez rudimentaire. La vraie révolution, mais elle a eu lieu au 19e, et puis ça s'est fait petit à petit. C'est comme quoi ça n'arrive pas d'un coup. Il y a des gens qui ont essayé. C'est comme l'aviation. L'aviation, sans remonter à Clément Ader, qui était le premier à faire, dit-on, le premier à faire décoller un avion du sol, au moins à 1 mètre du sol. Il y a eu au moins un Breton, hein, Jean-Marie Lebris, qui a effectué le même vol, dont on parle jamais. Mais donc il y a toute une série d'inventeurs comme ça qui, sur une période de temps qui peut être assez longue, qui amènent à une innovation à un moment donné, et potentiellement une innovation de rupture à un moment donné. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'innovation, de toute façon, souvent elle se niche un peu partout, dans toutes les entreprises, y compris, alors de toute taille, y compris dans les très petites entreprises. On peut très bien avoir des innovations dans les petites entreprises. Il y a peut-être des entreprises qui se prêtent mieux à l'innovation que d'autres, mais peut-être que certaines entreprises vivent sur leurs acquis ou sur des technologies déjà éprouvées, etc. On peut dire que peut-être qu'elles n'innovent pas, mais elles innovent dans leur façon de fonctionner, elles mettent en place... Je parlais d'innovation sociale tout à l'heure ou précédemment.
Ça peut être des façons de fonctionner, mettre en place de nouveaux outils, que ce soit logiciel ou matériel dans l'entreprise, ça peut faire l'objet d'innovation. Après, est-ce que c'est monnayable, etc. Peut-être qu'il y a des gains de productivité, des gains dans l'organisation, d'optimisation, des choses comme ça. Ça reste de l'innovation. Et puis, il y a des inventeurs par exemple, qui payent pas de mine et qui font qui innove, notamment je pense à un innovateur breton, encore une fois, qui est en train d'exploser le marché des pièges à frelons et des frelons asiatiques, parce que c'était quand même un sujet, enfin c'est toujours un sujet, ces fameux frelons asiatiques, puisqu'ils déciment nos ruches, et toujours actuellement. Il a mis au point, il se trouve que je l'ai rencontré, c'est un bonhomme qui paye pas de mine, qui a 67 ans, qui est pas, et qui pourtant a mis au point un piège à frelons extrêmement efficace et qui permet de protéger les ruches. Lui-même étant un ancien apiculteur, il a mis au point ce piège pour pouvoir prévenir les attaques de ruches et donc prévenir les attaques et la perte d'exploitation sur ces ruches. Donc vous voyez, voilà, il suffit pas d'inventer un truc extraordinaire pour innover. Alors, quand on parle d'innovation, surtout en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays, hein, parce que, a priori, je connais aussi pas mal l'Allemagne de ce point de vue-là, avec les Fraunhofer, qui sont des structures dans lesquelles on essaye de faire émerger des entreprises innovantes. Ça existe dans plein d'autres pays européens, voire asiatiques, hein, Japon, la Chine, etc. La Corée beaucoup de lieux de ce type-là. Et quand on dit innovation, c'est tellement institutionnalisé maintenant, c'est qu'il y a des structures accompagnatrices qui sont dédiées à l'innovation chez nous, comme par exemple les technopoles. Ou d'autres structures qui ont été battues dans le cas du grand emprunt, hein, sous Nicolas Sarkozy, comme ce qu'on appelle les IRT, les Instituts de recherche et de technologie. Le problème de ces structures-là, donc effectivement, a priori, et je serais le premier à recommander de faire cette démarche-là, quand on a un projet d'entreprise innovante, quel que soit le secteur d'activité, encore une fois, il est préférable de se diriger vers ces structures accompagnatrices que sont les technopoles, puisqu'ils ont normalement des dispositifs pour accompagner spécifiquement ces entreprises qui ont une démarche un peu particulière, dans le sens où ce sont des entreprises qui ont besoin de moyens pour se développer en général, parce que sont souvent quand même sur des innovations technologiques. Hein, même quand on est sur des innovations dans le secteur de la santé, des biotech, des choses comme ça. Alors en plus, antibiotiques, ça implique des investissements assez lourds. Donc il faut pouvoir être accompagné là-dessus. Donc on a des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets, de start-up qui sont souvent désargentés, soit parce qu'ils sont jeunes, soit parce qu'ils n'ont pas d'argent à un moment donné. Enfin voilà. Ça a été mon cas, hein, quand j'ai monté mon entreprise. Je sortais d'une période de chômage parce que j'étais inemployable à cause du niveau de diplôme que j'avais. Et forcément, désargenté, je me suis tourné vers une technopole pour montrer mon entreprise. Et c'est pas forcément une réussite. Alors, il y a des réussites, c'est-à-dire qu'il y a des accompagnements qui sont assez intéressants, parce qu'il y a des personnes qui sont dédiées à la réussite du projet. Le problème, c'est que, à mon sens, ces structures-là comment dire, sont là juste pour accompagner et aller chercher éventuellement les fonds qui sont nécessaires à la montée du projet, mais elles ne disposent pas de fonds elles-mêmes, à part quelques petits fonds pour l'émergence des projets. Hein. On a des dispositifs, en tout cas en Bretagne, mais qui existent dans d'autres régions de France, pour l'émergence de ces projets. Et le problème, c'est qu'elles ne gèrent pas ces fonds-là, et donc du coup, elles ne se rendent pas compte du coup de l'effort et de la difficulté à aller chercher des fonds pour développer des projets qui en demandent souvent beaucoup, quoi. Que ça soit dans l'IT, donc dans le numérique, ce qu'on appelle l'IT, le numérique, ou les biotech, ou dans d'autres secteurs. Hein. Ça peut être très bien dans l'agronomie, par exemple, hein, mais on peut identifier plein d'autres secteurs dans les startups. On parle beaucoup d'hydrogène, par exemple, la production d'hydrogène, par exemple, c'est très très compliqué. Hein. Il y a des entreprises dans le secteur de l'hydrogène, des voitures à hydrogène, par exemple, qui étaient très prometteurs, mais le modèle économique n'est pas établi, quoi. C'est très compliqué. Hein. Il y a une
marque assez connue de véhicules à hydrogène qui a été lancé en grande pompe, mais qui ne rencontre pas son modèle économique. Et ce qui est normal, parce que ça demande ça demande beaucoup de moyens. Et il faudrait vraiment qu'on soit accompagné là-dessus de manière très efficace. Et c'est pas toujours le cas. Et il y a beaucoup de problèmes au niveau de ces financements pour lever, notamment sur le séquençage, pour lever les fonds. C'est pas toujours fait de manière efficace, voilà, et de la meilleure manière. À tel point qu'en plus, quand on regarde par exemple, enfin moi il m'est arrivé d'interroger par exemple les grands fonds sur ma région pour savoir le taux de financement des projets de start-up dans ma région, la région Bretagne en particulier, qui est de 3%. Seulement de 3%. Donc des entreprises qui sont déjà accompagnées par des technopoles, il y a déjà un filtre dans des projets de start-up, qui arrivent devant des comités de fonds d'investissement qui sont souvent financés pour la moitié par les régions dans lesquelles ils sont installés et qui ne financeront que 3% des porteurs de projets. C'est grave, parce que ça veut dire qu'il y a 97% de projets potentiellement qui sont pourris. Mais c'est pas vrai. Il y a sûrement des projets, il y a peut-être 20-25% de projets qui sont mal ficelés, où on n'a pas le business model, le business plan a mal été conçu, le porteur de projet n'est pas suffisamment formé, ou il n'est pas assez compétent. Il peut y avoir des multiples raisons, mais il n'y a pas 97% de projets qui sont non viables. Donc c'est un vrai sujet, ce problème des structures accompagnatrices, parce que du coup on a une déperdition mais majeure des idées, des compétences de gens qui seraient capables de produire de l'innovation. Et il y en a des idées. Dans toutes les régions certainement, il y en a un peu partout, en tout cas celles que je rencontre ici, ou les gens que je rencontre ici, ils sont bourrés d'idées, simplement ils n'ont pas les bons interlocuteurs en face et où ils n'ont pas les bons financements. Et c'est vraiment, pour moi, il y a une déperdition totale de toute cette compétence, de cette masse d'idées qu'on n'a pas, à mon sens, dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis et au Canada, que je connais mieux, où finalement il y a beaucoup plus de projets à émerger et où on a la culture du risque. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, écoute, oui, on va te faire confiance sur tel projet à partir du moment où tu nous démontres qu'il va y avoir un marché, qu'il va y avoir, il va y avoir des ventes, même si ça prend un peu de temps, hein, parce que c'est ça le problème des startups, c'est que par exemple une biotech, il lui faut entre 5 et 10 ans pour se développer, surtout dans le secteur du médicament, quand il faut faire les études cliniques, des choses comme ça. Donc il faut le temps de financer toute cette période-là, quoi. Donc aux États-Unis, au Canada, ils sont plus prêts à prendre le risque à partir du moment où l'idée est bonne. Peut-être qu'ils vont pas tout financer, toutes les idées qui leur sont proposées, mais beaucoup quand même. Ils ont leur propre technopole, hein. Il y a des Science Park, il y a d'autres dispositifs, hein, dans ces pays-là, hein, ils sont un peu équivalents. Mais n'empêche qu'il y a plus d'entreprises qui sont accompagnées. Il y a aussi beaucoup d'échecs, évidemment, hein, comme en France. Mais ces échecs ne sont pas pénalisants. C'est-à-dire qu'un porteur de start-up qui s'est planté 1 fois, 2 fois, 3 fois, il pourra recommencer l'année d'après. En France, c'est impossible. Et j'en sais quelque chose. Moi, l'entreprise que j'ai fondée, elle a 25 ans d'existence, donc tant mieux, on est resté à passer entre les gouttes. J'ai eu l'occasion de créer une autre start-up il y a quelques années, en 2018. Impossible, quoi. Par un défaut d'accompagnement efficace d'une technopole, que je ne citerai pas, par un mauvais agencement de la levée de fonds, pour des critères qui étaient extra innovants. C'est-à-dire que sur des critères En fait, on regardait ma précédente entreprise en me disant bah ouais, mais on va pas te financer une deuxième quand même. Enfin, pour des critères qui n'ont rien à voir. Ou alors on me disait bah ouais, mais en fait, ce qu'on aurait aimé, c'est que tu développes la plateforme en question pour le projet en question, que tu développes ça dans ton garage comme Steve Jobs. Sauf que je m'appelle pas Steve Jobs. Voilà, c'est... Et il faut arrêter. Moi, j'ai une vie, j'ai une famille, il faut que je les nourrisse. Voilà, c'est à un moment donné, à 55 ans, l'âge que j'avais, je ne pouvais pas me permettre ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, et en plus, il y a aussi c'est l'image de l'entrepreneur de start-up aussi qui est en cause auprès de ces structures-là. Et je le tiens aussi d'autres intervenants qui accompagnent les entreprises, notamment certaines agences de marketing qui accompagnent les entreprises innovantes
pour faire les business plans ou les plans marketing, qui me disent, bah oui, par exemple, si vous êtes jeune et beau, ou voilà, vous avez plus de chances d'accéder à des financements que si vous êtes âgé ou et sans dessous. Voilà, il y a des critères qui sont vraiment extra compétences, extra innovants. Donc bon, à mon sens, voilà, ces structures accompagnatrices posent un problème pour l'avenir et finalement l'avenir, la pérennité, il faut d'abord qu'elle démarre, mais ça pose un problème pour l'émergence de projets intéressants. Bon, puis un dernier point aussi qui est quand même à souligner, et puis peut-être que certaines régions ou certains entrepreneurs de certaines régions vont s'y reconnaître, c'est qu'il y a un critère géographique aussi. C'est-à-dire qu'il est plus difficile dans certaines régions qui sont aux quatre coins de la France que sur la centralité, on va dire ça comme ça, de monter des projets innovants et surtout de recueillir les financements qui vont avec. C'est quand même une réalité. Nous, je suis dirigeant d'une entreprise à la Pointe de Bretagne et c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire ruisseler l'argent jusqu'à la Pointe de Bretagne. Il n'y a pas à tortiller et il n'y a pas que moi qui le dis. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus d'argent en région parisienne ou il y a plus d'argent sur des grandes métropoles comme Lyon, Marseille, peut-être Lille, Strasbourg, Toulouse, par exemple, des grandes métropoles, Nantes, si on veut parler de l'Ouest, ou peut-être Rennes, voilà. Si j'ai oublié personne en France, mais bon, évidemment j'ai oublié du monde, mais c'est plus compliqué quand on est dans des régions reculées ou à l'autre bout de la France de récupérer cet argent-là, parce qu'en plus il y a moins d'argent qui arrive sur les régions qui sont un peu excentrées par rapport au centre, donc forcément ça ruisselle moins au fin fond de ces régions-là. Donc quand vous êtes un porteur de projet d'une start-up dans un domaine quel qu'il soit, si vous êtes au fin fond de votre région et que vous n'avez pas le look, ce critère géographique, il peut être assez rédhibitoire parce que inconsciemment, les investisseurs vont vous dire oui, mais bon, comment est-ce que vous allez exporter vos produits, comment est-ce que vous allez les acheminer, comment est-ce que vous allez vous faire connaître, parce que voilà. Et c'est même pas forcément, formellement dit, c'est juste c'est non formel, ce qu'on vous dit, finalement non, on va pas vous suivre sur ce projet-là. Puis un dernier point, je l'ai évoqué juste un petit peu très très rapidement, les structures qui nous accompagnent sur le marketing, là, sur les plans d'affaires en français, business plan. Alors c'est très important le marketing, c'est très important de cibler, c'est très important de voir où on va. Et sur certaines startups en plus c'est compliqué parce que il y a des... Alors je vais encore prendre le secteur des biotech parce que c'est un secteur que je connais mieux, mais ça peut valable pour d'autres secteurs d'activité, c'est que quand il y a beaucoup de recherche et développement à faire au départ de la création d'une start-up innovante, il faut faire, par définition, c'est inhérent, il faut faire de la recherche et développement pendant un certain temps, de 5 à 10 ans, j'ai mentionné cette difficulté-là. Et donc, du coup, d'un point de vue marketing, les cibles ne sont pas des clients, parce qu'il n'y a pas encore de clients, il ne peut pas y avoir de clients, puisque le produit n'est pas encore finalisé, ou les produits, ou le service, ça dépend de où on se place, ou ce que font les entreprises. Et finalement, c'est très compliqué de faire appel à ce qu'on appelle le marketing de l'innovation. Parce que si par définition, votre entreprise ou votre activité est innovante, a priori, il n'y a pas de données disponibles. Il n'y a pas de données disponibles pour comparer, pour faire des comparatifs, pour dire ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est cette cible-là qu'il faut aborder, il faut segmenter de cette façon-là, etc. Il n'y a rien. Et moi, qui fais un petit peu d'enseignement à l'université sur ce sujet-là, je dis à mes étudiants que le marketing de l'innovation, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de données. Et puis, de toute façon, quand vous regardez les cas d'école dans le passé de l'innovation, par exemple, il y a le cas d'école de Kodak, par exemple, qui n'a pas vu arriver l'appareil numérique, et qui a enseigné dans toutes les écoles de commerce, parce que Kodak était le leader de la photographie, en tout cas du papier photo, des pellicules, etc., mondial. Il y en a 2-3 autres, mais Kodak, quand même, tout le monde connaissait ça. Ils n'ont pas vu arriver la photo numérique. Qui utilise du Kodak maintenant ? Malheureusement. Donc, eux-mêmes, avec leur service de marketing,
ils n'ont pas vu arriver l'innovation. Et les effectifs de Kodak ont peut-être diminué de 80-90% dans le monde, alors que ils étaient... voilà. L'autre exemple, c'est par exemple sur le téléphone cellulaire. Tout le monde a un smartphone maintenant. Tout le monde se balade avec un smartphone. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, personne ne pariait un copec sur le smartphone. Moi, j'ai vu arriver, quand j'étais au Canada, j'avais les premiers téléphones cellulaires, c'était des gros trucs qui pesaient une tonne. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui en avaient, mais bon, c'était suffisamment intriguant pour dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais personne n'avait misé sur ce truc-là. Et vous voyez l'essor du téléphone portable maintenant. Il y a des gens, ils mettent leur vie dedans. Donc, mais personne n'avait anticipé au niveau marketing, segmentation, etc. Voilà. Personne n'avait anticipé que ça allait toucher les jeunes. Alors évidemment, il y a eu des innovations marketing, comme l'iPhone par exemple, des choses comme ça qui ont fait qui ont donné naissance finalement à toutes les gammes de smartphones dont les jeunes en particulier se sont emparés. Mais moi, quand mon frère qui est dans la téléphonie mobile m'a dit, nous, on développait des puces pour mettre dans les téléphones portables de l'époque. Quand on a vu arriver l'iPhone, le premier smartphone, on était bluffés parce qu'il n'y avait pas d'innovation technologique du tout. Par contre, il y avait une innovation d'usage que personne n'avait vue. Et s'il y a bien un maître du marketing, c'est bien Steve Jobs. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne suis pas Steve Jobs. Voilà. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, si on veut faire de l'innovation, si on veut pousser des projets innovants, il faut prendre le risque de les pousser parce qu'on ne sait pas, voilà, si sur un malentendu, comme on dit, sur un malentendu, une fausse bonne idée peut arriver une bonne idée, quoi. Voilà. C'est idiot de pouvoir passer à côté d'une innovation majeure simplement parce que y a quelqu'un quelque part qui a dit que non, ça marchera pas. Oh ben non, personne n'utilisera ça. Oh ben non, on n'ira jamais sur ta plateforme là, où on n'utilisera pas ça. Il faut essayer. Alors, il y a des modèles en marketing pour ce qu'on appelle les early adopters, des choses comme ça qui permettent un peu de modéliser, de voir comment les gens s'approprient quelque chose, quoi. Surtout si c'est à destination du grand public. Voilà. Il y a des outils, mais on ne va jamais prédire comment une innovation va se comporter. Il y a tellement d'innovations qui sont plantées qui n'ont jamais servi à rien. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça ne sert à rien, et peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, tout d'un coup, ça va ressortir sous une autre forme. Et puis, ça va émerger parce que c'est souvent un problème de timing. C'est le moment, quoi. C'est à ce moment-là qu'il faut sortir cette innovation. C'est souvent une question de marché. Ça peut être une question culturelle aussi, d'appropriation de quelque chose. C'est à un moment donné, les gens ne sont pas prêts à utiliser quelque chose. On voit bien d'ailleurs sur Internet, par exemple, il y a encore des gens qui n'arrivent pas à utiliser Internet. C'est ce qu'on appelle les laters. Voilà. Mais c'est comme ça. Et donc, en tout cas, voilà, il faut pas se priver de cette manne d'idées et de compétences qui émergent parce que l'innovation, c'est quoi ? C'est améliorer le sort de nos concitoyens, c'est améliorer des tâches qui sont répétitives. On parlait de l'IA tout à l'heure. C'est simplifier certaines choses. C'est quand même une forme de progrès. Donc en conclusion, on peut dire que l'innovation dépend d'un écosystème qui n'est pas toujours en phase avec les enjeux de l'innovation elle-même, pour un territoire ou un pays. Parce que cette innovation, elle est nécessaire, elle est vitale pour l'économie régionale, nationale, voire européenne. Il faut savoir que l'Union européenne se positionne quand même, face aux États-Unis en particulier, comme une championne de l'innovation. Donc voilà, à tous les étages, cette innovation, elle est nécessaire, elle est là et il faut l'exploiter. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays.
Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.